Alors, messieurs, dames, bienvenue à nouveau à un épisode du podcast Autour d'un verre. Je suis votre animateur Jean-Charles Côté. Et cette semaine, en fait, je vais assurer un petit suivi par rapport à ce que je vous ai parlé dans les dernières semaines, nos Québécois en action sur le circuit du PGA Tour. C'est vraiment une fierté pour le golf au Québec, pour tous les professionnels, mais aussi pour tous les amateurs de golf, de voir des professionnels de chez nous parvenir au plus grand circuit qui est le PGA Tour. Et en fait, sur l'Omnium canadien, je vous en ai parlé un peu, mais l'Omnium canadien, ça le dit, c'est un Open. Puis un Open, pour vous rappeler un peu comment ça fonctionne, en fait, c'est ouvert à tous qui peuvent tenter de se qualifier. Il y a plusieurs façons. Il y en a 3 Québécois qui sont en liste, se sont qualifiés de façon différente. Et je voulais commencer le podcast avec ça, vous faire un peu un topo sur le parcours qu'ils affrontent cette semaine et vous donner peut-être des résultats déjà. Donc, lorsque vous écouterez le podcast, nécessairement, la compétition aura déjà évolué. Mais je voulais vous faire part des 3 façons de se rendre sur le PGA Tour, en fait, dans le cas qui nous concerne. Donc, Johan Benson, analyste RDS, représente le Mirage, passe du temps pendant l'hiver en Floride à enseigner. Mais Johan est classé numéro 1 au Canada, au sein de la PGA du Canada. Donc, le meilleur golfeur classé au Canada se voit octroyer une place dans son championnat national. Donc, dans ce cas-ci, l'Omnium du Canadian Open. Donc, Johan a réussi à avoir sa place là. Il y a un de ses bons amis sur le sac comme cadet. Puis, il me disait que, en fait, il dit en entrevue cette semaine à RDS que c'est un peu particulier parce qu'il va jouer le matin. Puis après ça, il va faire un peu de coverage pour RDS. Donc, un peu particulier pour Johan. Mais franchement, vraiment intéressant de voir là, comme quoi il est capable de jumeler ces deux métiers, professionnel de golf et journaliste, analyste là, au golf à RDS. Et Johan me disait en fait que ça prendrait vraiment 2 rondes assez solides pour lui parce que son objectif à la base, c'est simplement de faire la coupure qui est, on ne se cachera pas, une tâche assez majeure de faire la coupure sur le PGA Tour. Il faut savoir que lorsqu'on fait la coupure sur le PGA Tour, bien, ça nous donne accès, oui, à la fin de semaine, mais ça nous garantit une bourse. Donc, c'est quand même important pour des golfeurs qui sont soit invité, dans ce cas-ci classé, mais ça peut littéralement changer une vie. Tu fais une bourse, tu fais de l'argent, tu es réinvité si tu as vraiment une bonne fin de tournoi, puis un bon classement à la fin des 4 rondes. Donc, juste d'avoir accès aux rondes de la fin de semaine, c'est un exploit assez impressionnant. Johan Benson, classé numéro 1 au Canada, au sein de la PGA du Canada, a eu son laissez-aller. Mon bon ami Joey Savoie, avec qui j'ai joué au golf au Panama cet hiver, Joey, lui, est sur le circuit donc Latino Americas, donc un circuit tout juste en bas du PGA Tour, et il a remporté un premier tournoi sur le circuit Latino Americas. Donc, veut pas, quand on gagne, ben, les journalistes, mais tout le côté médiatique, ça nous met vraiment la lumière sur les performances de Joey. Ça a vraiment mis Joey sur la map. Pas qu'il n'était pas déjà connu, mais là, ça a vraiment validé son statut en tant que golfeur exceptionnel, professionnel des circuits Latino-Americas, du circuit Latino-Americas en fait. Donc, sa victoire lui a permis d'avoir une invitation au Canadian Open. Et ensuite, un nom qu'on va entendre assurément de plus en plus, quelqu'un que ça fait longtemps qu'on parle, un petit peu plus jeune que les 2 autres candidats, mais Laurent Desmarchais, donc le très très long cogneur là, de 6 pieds 4. Laurent jouait en fait NCAA pour les Wolverines, si je ne me trompe pas. Et Laurent, lui, a passé peut-être par le chemin le plus difficile. Pas que être classé numéro 1 au Canada, c'est facile. Mais ce que je veux dire, c'est que Laurent a passé par les qualifications et a réussi à avoir une des 5 places qui étaient allouées. Donc, lorsqu'on parle des Monday Qualifiers, mais pour un Omnium, dans ce cas-ci, il y a plusieurs qualifications qui se font, il y a plusieurs étapes. Et lorsqu'on réussit à se rendre à la dernière étape et on finit dans le top 5, dans le cas qui nous concerne ici du Canadian Open, mais ça lui a permis d'avoir accès au tournoi. Donc, assez difficile, ça doit être beaucoup, beaucoup de pression de devoir jouer, de devoir se qualifier et de devoir sensiblement gagner top 5. On parle de pas loin d'une victoire. Et ça prend des scores qui sont très, très bas.
Ça me rappelle quand Étienne Papineau avait fait son premier tournoi du Waste Management. En fait, là, je pense qu'il expliquait dans une entrevue qu'il avait joué comme 61, 62, 61, 63 dans la même semaine. On parle d'une semaine exceptionnelle. Puis ces gars-là et ces filles-là, parce que ça arrive aussi chez les dames, mais dans ce cas-ci, Étienne Papineau, lorsque son jeu est de niveau, lorsque son jeu est on, ben, ils font des scores absolument extraordinaires, voire même des scores rêvés de 61, 62. Donc, on s'approche là, des pas 60. Là, on parle vraiment de l'élite mondiale. Qui joue sur le PGA Tour ou non, jouer dans les bas 60, c'est vraiment l'élite mondiale. Donc, Laurent Desmarchais qui a son invitation. Et avant de vous parler de leur classement, je voulais vous parler un peu du terrain donc, qu'ils affrontent. Le TPC Toronto, qui est à Osprey Valley. Donc, Caledon en Ontario. Là, pour les cœurs sensibles, vous allez voir que c'est une normale 70. Donc, déjà, là, contrairement à ce qu'on est habitué, c'est pas une normale 72, mais c'est une normale 70 de 7389 verges. Donc, on parle de 7400 verges, normale 70. Pour vous donner une idée, on y va à peu près, règle générale, là, de 200 verges par coup. Là. Ça serait pas loin du 7008 si c'était une normale 72. Donc, normale 70, vous allez avoir moins de normale 5 que de normale 3. Donc, 35 sur le 9 d'aller et 35 sur le 9 de retour. C'est absolument astronomique comme distance. C'est tellement long. Même les longs cogneurs, puis c'est ce que Johan expliquait en entrevue cette semaine. Il dit, lui, il ne frappe pas aussi loin que les Rory McIlroy, les Sahith Theegala. Et donc, c'est très, très difficile de jouer des normales. Là. Si je prends par exemple, là, on a une normale 5 de 571 verges. Mais vous avez une normale 4 de 528 verges. Donc, imaginez un coup de départ de 300 verges qui est un coup de départ très, très long. Ben, il vous reste encore 228 verges pour votre deuxième coup sur une normale 4. On s'entend que la balle ne voyage pas autant en Ontario qu'en Arizona. Donc, c'est certain qu'un 7004 au Canada, en Ontario, oui, les conditions sont bien, puis on voit là, les conditions météorologiques, là, on parle d'un vent qui est très favorable, pas beaucoup de vent, mais ça reste des terrains qui sont très très longs, donc même nos meilleurs golfeurs québécois n'ont pas la chance de jouer des 7004, 7005, 7006 au Québec. Je pense que c'est Étienne Papineau qui le mentionnait, c'est difficile, puis c'est peut-être une des raisons pourquoi nos golfeurs québécois n'arrivent pas à être compétitifs dès le début, c'est qu'ils doivent s'exiler aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, au Chili, aller en Europe, parce qu'ils n'ont pas la chance de jouer, de se pratiquer et de mettre au défi leur jeu sur des terrains de 7004, 7005, 7006. Il n'y en a simplement pas au Québec. Donc, je trouvais ça intéressant de vous parler un peu là, du TPC Toronto, qui est un parcours, là, si vous avez eu la chance de regarder un peu, le parcours a l'air en état exceptionnel. Maintenant, on arrive à nos classements. Donc, lorsque j'enregistre le podcast, les rondes de nos Québécois, donc nos 3 Québécois que je suis particulièrement, se sont terminées. Donc, Johan Benson a remis une carte là, de plus 4. Et juste pour vous donner une idée là, à quel point c'est compétitif, Johan est à l'extérieur du top 100 dans le tournoi à plus 4. Laurent Desmarchais, plus 1, qui a fini sa ronde, lui, à plus 1 et 117e. Imaginez, il a joué 1 au-dessus de la normale. Et il y a 116 personnes qui ont un score plus bas que lui. Donc, ça vous donne à quel point le niveau est compétitif. Et Joey Savoie, lui, a remis une carte de moins 1. Joey, si je regarde sa carte là, au courant de la journée, à un moment donné, là, il était moins 4 après 6. Donc, il est parti les 6 premiers trous, il a fait 4 birdies. Et ensuite, il a ramené une carte de 32, donc moins 3 sur le premier 9. Et une carte de plus 2 sur le deuxième 9, donc moins 1. Ça le place à égalité à 65e position. Donc, vous jouez moins 1 sur un terrain de 7400 verges, par 70, et vous êtes T65. Juste pour vous donner une idée à quel point ce circuit-là est compétitif. Et aux dernières nouvelles, là, on avait les meneurs, donc des noms que vous allez reconnaître, Sahith Theegala, Sam Burns et Sam Ryder, qui sont en tête. En fait, à moins 6. Donc, on parle quand même là, de moins 6. On parle d'une ronde de 64 sur un terrain à 7400 verges, comme je vous le dis. C'est astronomique comme distance. C'est assez impressionnant.
Donc voilà, le Canadian Open, c'est notre omnium national. Ce que j'aime de ce tournoi-là, c'est que ça permet à beaucoup de Canadiens de se mettre en valeur. Et dans ce cas-ci, beaucoup de Québécois d'avoir la chance de participer sur les plus hauts circuits. Comme je vous dis, là, en ce moment, c'est certain que Johan Benson et Laurent Desmarchand ont un peu de travail à faire. Mais Joey Savoie, avec un moyen 1, c'est super bien positionné pour la ronde de demain. Et il faut savoir que ceux qui sont partis tôt aujourd'hui vont partir en après-midi demain. Ceux qui sont partis en après-midi aujourd'hui partent tôt demain matin. Donc, va falloir attendre. Ça va être intéressant de suivre, voir si Joey Savoie arrive à faire la coupure. Et dans les trois cas dont je vous parle aujourd'hui, Johan, c'est certain que oui, il est content de jouer ça, mais il n'est pas au même stade dans sa carrière, alors que Joey est vraiment au sommet de son art à 31 ans. Il faut savoir que Joey, s'il fait la coupure à l'Omnium canadien, il va gagner énormément de points au classement mondial. Ça peut peut-être lui permettre d'avoir une autre invitation et là vraiment d'arriver à son plus grand rêve qui est d'avoir un statut au début conditionnel, mais éventuellement un statut permanent sur le PGA Tour. Donc j'ai vraiment hâte de suivre ça. Je souhaite ardemment que Joey arrive à jouer une autre bonne ronde demain. Puis Laurent Desmarchais, mais avec le talent qu'il a, est capable de jouer 64, 65 sur n'importe quel terrain. Puis Johan, ben, si on a un petit miracle demain, pourrait peut-être là, se hisser à l'intérieur de la coupure. Mais ça va être tellement le fun de voir ces gars-là aller. C'est le fun de voir nos amis, les gens qu'on connaît, qu'on peut côtoyer au Québec, compétitionner avec les meilleurs joueurs au monde. Mais c'est là où on voit à quel point l'élite mondiale, le niveau de jeu est élevé. Les terrains sont plus assez difficiles pour ces gars-là, donc c'est pour ça qu'ils doivent se reculer à 7400 verges par 70, mais on est très conscient que monsieur, madame, tout le monde, probablement que TPC Toronto, ils le mettent à par 72. C'est juste que pour monsieur, madame, tout le monde, une normale 4 de 528 verges, c'est pas réaliste. Probablement que ce trou-là se joue normal 5 habituellement. Mais au final, ça ne change rien. Hein. C'est le nombre de coups que tu joues 64 sur un par 70, c'est moins 6. Si tu joues 64 sur un par 72, c'est moins 8, mais ça reste que les deux rondes se sont jouées à 64. Donc, tout est relatif, mais c'est certain que de voir ces scores-là, c'est toujours impressionnant à remarquer. Puis, on voit là que Sam Burns, Sahith Theegala, Sam Ryder, Tony Finau, Robert Castillo, qui est une étoile montante, Adam Svensson. C'est des noms qu'on reconnaît. Danny Willett, champion du Masters, a joué moins 4 et top 10. Billy Horschel, qui est toujours très très solide. Eric Van Rooyen, le Sud-Africain, tout à moins 4. Donc, il y a congestion à moins 4, là, pour vous donner une idée. Moins 3 et 25e. Donc, c'est à ce point fort, c'est à ce point compétitif le PGA Tour. Et c'est là qu'on voit, puis pour peut-être faire un petit headline, mais le PGA Tour, le niveau de jeu sur le circuit du PGA Tour, c'est un monde de différence. C'est même pas proche. Des fois, on a l'impression qu'on joue même pas le même sport. Alors voilà. L'Omnium canadien, j'ai hâte la prochaine fois. Je vais vous parler la semaine prochaine. Je vais être en mesure de vous faire un peu un récapitulatif de nos 3 Québécois. Et je vais porter une attention particulière aux Canadiens. Il y en a beaucoup qui sont dans le field cette semaine. Donc, franchement intéressant. Et du côté vin, pour le podcast Autour d'un verre, je voulais commencer à parler un petit peu plus de façon pointilleuse. Les accords 20 mai, j'en ai parlé, puis il faut faire attention, mais cette semaine, notre chef au club nous a sorti un menu absolument extraordinaire, donc un menu, une inspiration du chef, et ça m'a donné le goût, juste en regardant le menu, de faire des accords 20 mai, donc je vais être en mesure, avec notre carte des vins, de présenter à nos membres des accords spécifiques pour chacun des plats, puis je voulais vous en parler un petit peu. J'ai parlé beaucoup de Chablis, puis cette semaine, ça se prête bien, donc c'est le temps du homard. Et notre chef nous a préparé des papardelles avec homard et une sauce crémeuse. Et j'espère avoir la chance d'y goûter. Mais honnêtement, de travailler sur des plats, puis là où je veux en venir avec les accords 20 mai, c'est de parler de la qualité des chefs avec qui on travaille. Il ne faut pas oublier qu'un sommelier professionnel, oui, va confectionner une carte des vins, va écrire la carte, va travailler fort pour aller chercher des produits.
Mais la conversation qu'il y a à avoir avec le chef, puis cette relation-là entre le directeur ou la directrice de la restauration et le chef exécutif dans un établissement, honnêtement, je pense que c'est là que tient le plus grand secret d'un bon accord 20 mai, c'est d'être capable de parler le même langage. Les sommeliers professionnels, des fois, ont tendance à imposer un peu le vin. Bon, ben voici le vin que je veux travailler, puis le chef est un peu pris à venir faire un menu autour du vin qui a été choisi. Puis ça, je trouve que c'est pas super logique. De moins en moins, on voit l'ego des sommeliers prendre le dessus. Mais c'est le fun de s'asseoir avec le chef. Bon, mais regarde, qu'est-ce que tu as en ce moment? Qu'est-ce que tu as disponible comme produit? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui est disponible en fait auprès de nos fournisseurs? Puis on va établir le menu ensemble. Des fois, je reçois des menus ou des fois, les gens vont m'appeler et me dire regarde, voici ce que je vais faire à manger, qu'est-ce que tu recommanderais? Mais c'est le fun de faire l'exercice avec le chef, de travailler des produits, de travailler des saisons. Souvent, on va avoir, je vous ai parlé du domaine de la France avec les pommes. Ou le temps du homard, le temps des huîtres. Des fois, ça peut être des fruits, des légumes qui sont en saison. Puis c'est le fun de faire un petit clin d'œil aussi là, à nos producteurs québécois. Mais ça veut pas dire que le produit est disponible à ce moment-là. Donc, il y a toujours un enjeu de saison. Il y a toujours un enjeu de disponibilité de produits. Puis oui, les vins, c'est ça la beauté, c'est qu'on peut entreposer ou emmagasiner certains produits pendant quelques temps. Puis éventuellement, ben, lorsque c'est la saison d'un produit qu'on veut travailler, ben, là, c'est le moment de sortir nos bouteilles de vin. Mais c'est le fun de s'asseoir avec un chef. Puis je vais vous expliquer un peu comment on fait l'élaboration d'un menu. Surtout pour une soirée, ce qu'on appelle un winemaker dinner, où on va avoir on va s'asseoir avec le chef, on va dire bon ben voici les vins qui sont disponibles pour nous avec ce winemaker-là. Qu'est-ce qu'on peut élaborer comme menu? Puis souvent, on va arriver à des plats qui sont travaillés en fonction des aromatiques qu'on retrouve dans le vin. Mais on va souvent faire l'inverse. On va aller voir qu'est-ce qui est disponible. Bon, ben, prendre l'exemple du papardelle d'Omar qui m'a vraiment, honnêtement, inspiré énormément pour faire des accords 20 mai. Ben, c'est sûr que c'est le temps du homard, on est en juin. Le homard est disponible, il y en a beaucoup. Mais il a décidé de le travailler sur une pâte. Et le côté crémeux, le côté un peu salin du homard qu'on va accompagner avec la pâte, mais c'est là où on va aller chercher, où on va se concentrer pour faire notre accord 20 mai. Donc, avec le homard, on va chercher quoi? On va chercher quelque chose de salin avec une belle acidité, mais on va aller chercher une certaine richesse parce que le homard est très goûteux. Il faut faire attention lorsqu'on travaille avec des plats qui sont très goûteux ou qui ont un profil aromatique quand même assez costaud. Ben, on ne veut pas nécessairement que le vin se fasse dominer. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher souvent du chardonnay, quelque chose avec une certaine épaule, avec un petit peu de passage en foudre. Donc, une foudre, c'est quoi? C'est un énorme récipiendaire là, de 20 millilitres qu'on va venir mettre. On va mettre le vin dans notre foudre pour aller oxyder un peu le vin, pour aller le faire aérer. Et le contact avec l'air va lui donner un petit peu plus de corps. Il faut savoir à Chablis, par exemple, que c'est divisé par l'eau, donc c'est divisé par endroit, si on veut. On prend là un cours d'eau qui va venir couper notre vignoble en deux, mais d'un côté et de l'autre, avec l'exposition du soleil, avec le positionnement des grappes, c'est là qu'on va aller voir des profils aromatiques qui sont un peu différents. Donc, à même Chablis, à même un domaine, on peut aller chercher différentes cuvées ou différentes appellations. Donc, que ce soit Chablis, Petit Chablis. En fait, on va aller dans l'ordre Bourgogne, Chardonnay, de base, générique. Ensuite, on a Petit Chablis, Chablis. Et ensuite, on commence à rentrer dans les lieux spécifiques à Chablis pour faire éventuellement des premiers crus et des grands crus classés. Donc, à même le Chablis, à même une maison. Donc, j'ai rencontré là, une des agences avec qui on travaille au club de golf représente le Chablis Jean-Marc Brocard et eux, c'est ce qu'ils nous expliquaient, c'est que dépendamment de quel type de Jean-Marc Brocard, quel type de Chablis, mais on va pouvoir aller chercher des profils aromatiques qui sont un petit peu différents. C'est certain que lorsqu'on monte en qualité, mais nécessairement le prix augmente. Et moi, j'aime travailler l'équivalence au niveau là, d'une carte des vins, mais surtout dans un accord 20 mai, un prix sur une bouteille de vin
avec le prix du repas. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à aller chercher là. Donc, naturellement, le homard, c'est pas quelque chose qu'on mange à tous les jours. Ça reste un aliment de luxe, ça reste un aliment... on va dire qu'on se paye la traite. Hein? Quand on prend du homard, quand on se fait des... tu sais, même un lobster roll, là, c'est comme un hot dog. C'est comme un hot dog de haute qualité avec un produit qui est extraordinaire. Ben oui, là, je vais me permettre d'aller ouvrir peut-être une bouteille de Chablis. Chablis premier cru ou d'une appellation qu'on va dire un petit peu plus qualitative. Donc, travailler les cartes des vins avec un chef, c'est tellement plus important que de simplement faire notre petit travail de notre bar en tant que sommelier, puis le chef fait le travail de son bar, puis après ça, on veut essayer de faire des accords. Souvent, on va trouver, si la carte des vins est bien confectionnée, on va trouver des produits qui vont être adéquats. Beaucoup d'événements qu'on fait au club de golf, on va avoir un menu, puis avec notre carte des vins, on va être en mesure d'aller faire un match. Donc, un accord qui est pertinent, un accord qui peut être intéressant. Mais je trouve ça tellement plus plaisant de s'asseoir avec le chef, de confectionner un menu, puis de le présenter à nos membres, puis après ça, de voir le retour. Souvent, c'est ce qui est apprécié de nos clients, c'est ce qui est apprécié de nos membres. Donc, je vous ai parlé de Jean-Marc Brocard parce que je voulais vous expliquer un petit peu la gradation au niveau d'une maison et pas juste là, de dire, comme je vous ai mentionné, avec Bordeaux, exemple, où on a là, le grand vin, on a leur second vin lors de leur troisième vin. Là, c'est pas la même chose du tout. Quand on parle de Bordeaux, on parle de les meilleurs raisins vont être faits pour confectionner leur grand vin, puis ensuite, lorsque la qualité diminue au niveau du raisin, ben là, ils vont faire leur deuxième et leur troisième vin pour une question économique. Hein, ils veulent maximiser leur rendement, donc ils veulent maximiser les raisins qu'ils ont été capables de collecter. À Chablis, c'est un peu différent. Il faut vraiment que ça vienne d'un endroit spécifique qui est identifié comme premier cru. Et ce qui va changer, c'est la quantité de bouteilles qu'ils vont être en mesure de produire. Une année à l'autre, ça se peut qu'il n'y ait pas la même quantité. Chablis a été frappé par le gel, a été frappé par des chaleurs extrêmes, par la pluie. Le représentant, en fait, le winemaker qui est venu nous voir de Jean-Marc Brocard nous expliquait que 2 semaines avant les récoltes, il s'est mis à pleuvoir énormément, ça a gorgé les raisins d'eau, puis ça a fait en sorte que le produit est un petit peu moins qualitatif. Puis la dernière chose que je veux vous parler, c'est justement cette décision-là à Chablis de jouer avec les prix. Hein, on a vu une fluctuation à Chablis énorme au niveau des prix. Il y a des maisons qui ont été un peu en mode panique et ils ont augmenté leur prix énormément parce qu'il n'y avait plus assez de vin pour répondre à la demande mondiale. Et ben là, le retour un peu du balancier, c'est que là, ils ont plus de vin, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, regarde, cette maison-là à Chablis, moi, c'est beaucoup trop dispendieux. Donc, il va falloir qu'ils baissent leur prix. Jean-Marc Brocard, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé de maintenir la ligne dure sur leur prix. Donc, malgré qu'il y ait moins de vin, malgré que la qualité est un petit peu plus difficile à aller chercher, donc ça fait en sorte que les prix étaient supposés monter. Eux autres, ils ont décidé de récompenser, si on veut, leurs fidèles acheteurs. Et le Québec est un des plus grands acheteurs de Chablis au monde. Pas le Canada. Le Québec et l'Ontario ensemble est un des plus grands acheteurs de Chablis au monde. On est des fervents amateurs de Chablis. Donc, ils ont décidé, Jean-Marc Brocard, de monter un peu leur prix, mais jamais au niveau de ce que leurs collègues à Chablis faisaient. Mais là, le retour du balancier fait en sorte que lorsque là, on a plus de volume, ben, les acheteurs de Jean-Marc Brocard sont encore au rendez-vous, supportent, et c'est pour ça que la maison Jean-Marc Brocard, qui est représentée par Noble Sélection, se porte à merveille. Ils font des produits absolument extraordinaires et je vous encourage, lorsque vous allez à la SAQ, dans la section Chablis, vous allez voir le goulot, donc la partie en aluminium qui recouvre le bouchon. C'est d'un verre éclatant, un peu un verre comme on retrouve dans le logo là, autour d'un verre. C'est un verre éclatant, il y a un petit coquillage dessus et je vous invite à retrouver la petite coccinelle qui est le symbole en fait d'un vin bio et je vous en parle pas énormément parce que pour moi, c'est pas un point de vente additionnel d'avoir un vin qui est bio. Tant mieux s'il l'est, tant mieux si le produit est plus éco-responsable. Mais pour moi, c'est pas un point de vente additionnel. Mais vous allez voir sur l'étiquette de Jean-Marc Brocard la petite coccinelle qui indique comme quoi c'est un produit qui est biologique. Donc, je vous ai parlé un petit peu de nos Canadiens et de nos Québécois, en fait, qui sont à l'Omnium au Canadian Open. C'est important pour moi avec ce podcast-là, avec la tribune que j'ai ici, de vous faire part de ces grands champions-là.
Mais je voulais aussi vous parler du côté vin de la confection de la carte avec un chef qui est pour moi un des plus grands artisans dans un restaurant, mais sa part de chef conjuguée avec le travail d'un sommelier professionnel, on arrive à vous offrir des accords vin mix qui sont franchement intéressants. Donc, je vous souhaite honnêtement une super belle semaine. Profitez du beau temps et profitez du temps du homard, peut-être pour vous faire un lobster roll ou manger du homard et partagez ça avec des amis autour d'un verre de Chablis. En vous rappelant que le podcast Autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Je vous souhaite santé, bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine en espérant avoir des bonnes nouvelles un de nos Québécois qui a fait la coupure à l'Omnium Canadian Open. Bonne semaine.